Au retour de cette émission, nous parlerons de l'Académie Dakar Sacré-Cœur au Sénégal et qui vise justement le haut niveau. Et puis nous verrons de quelle manière avec nos correspondants qui sont sur place. Et parmi les invités, je vous rappelle qu'il y a Trépi Makonda qui est footballeur, semi-pro maintenant, mais vous êtes plus un professionnel que semi-pro, oui, même si vous évoluez à Passy en ce moment. Oui, je voulais placer. Après, c'est vraiment pour me remettre dans le bain et essayer de retrouver quelque chose cet été. Oui, Tijani Beau, qui est journaliste, justement sportif, qui travaille au Point. Plus la politique, le social ou le sport? Ah non, le sport à fond. Ah, c'est le sport à fond. À fond dedans. Ah non, on ne s'est pas trompé de plateau. Et puis Noureddine Sali, notre édito qui travaille aussi en radio, on rappelle. Quelle radio, Noureddine? Radio France Maghreb 2. On vous retrouve à quelle heure? Tout à l'heure à 20h. Tous les lundis, bien sûr. Tous les lundis. Quelle fréquence, monsieur Noureddine? 99,5 sur la bande FM à Paris. Très bien, dis donc, est-ce qu'il est précis? Nous allons nous adresser aux internautes maintenant. Et que pensez-vous de la gestion de la CAN par à la CAF? Vous n'hésitez pas, Africa24, votre Facebook, et puis le hashtag Africa24. Le dossier maintenant de ce magazine. Et après 3 ans de partenariat, sachez que le club sénégalais AS Dakar Sacré-Cœur est celui donc de France, qui n'est autre que l'Olympique Lyonnais. Eh bien, ces deux formations ont renouvelé leur partenariat jusqu'à 2021. Ça s'est passé le mercredi 5 décembre 2018. Ces deux formations qui partagent la même vision projettent justement de poursuivre leur contribution au développement du football africain. Marcel Farba Maroun a suivi la conférence pour Africa 24. Regardez son sujet. Les clubs de football sénégalais, Dakar Sacré-Cœur et français, l'Olympique Lyonnais, ont renouvelé leur partenariat mercredi 5 décembre 2018. Les deux formations, qui partagent la même vision du football, ont décidé de poursuivre l'aventure jusqu'en 2021. Quand on a fait le partenariat avec Dakar Sacré-Cœur, il y a M. Olio, qui est un ancien éducateur de l'OL, qui est venu et qui a permis de favoriser les échanges entre les deux structures. Et on pense que ça, si un jour... et on a un joueur du Dakar Sacré-Cœur qui est actuellement à l'OL, ça favorise son intégration chez nous et donc ça augmente ses chances de réussite au bénéfice de tout le monde. Désireux de contribuer de manière significative à l'essor du football au Sénégal, les responsables de Dakar Sacré-Cœur entendent exploiter les opportunités qu'offre ce partenariat. Un choix porté sur le septuple champion de France qui répond aux attentes du club. Moi j'ai toujours été partisan d'un partenariat, mais pas avec n'importe quel club. Pour moi, c'était quelque chose de clair et net. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut avancer dans la vie avec beaucoup d'humilité. Et en matière de football professionnel, j'estime aujourd'hui que ici, chez nous, au Sénégal, on est en construction. On est au début, on est au début d'une aventure fantastique. On vient de boucler les 10 années du football professionnel. Mais je pense qu'on a énormément de travail encore devant nous. Et pour faire ce travail, on a besoin de compétences locales, mais on a aussi besoin d'aller chercher des compétences là où elles sont. Avec ces deux terrains synthétiques, le complexe Dakar Sacré-Cœur propose 3 secteurs d'activité. Le football professionnel qui accueille depuis 1 an une nouveauté, à savoir le football féminin, le sport loisir et le club citoyen. Voilà, Noureddine, lorsqu'on voit ces images avec ces superbes terrains synthétiques, on est jeune, on a 12-13 ans, on est sénégalais, on a envie de devenir professionnel. Et en plus, cette liaison avec cette relation avec les Lyonnais, qui est un grand club. Écoute, ça, on a pris de parler du cas de l'Olympique Lyonnais dans ce domaine-là, mais moi, personnellement, avec tous les critiques qu'on peut amener sur ces partenariats, je suis plutôt favorable à ces partenariats parce que, en quelque sorte, ça freine un petit peu l'immigration illégale, si j'ose utiliser les noms des petits jeunes qu'on ramène et qu'on trouve sur les bancs des banlieues. C'est pas Samuel Eto'o qui va me dire le contraire, comme vous le savez. Donc, c'est bénéfique. Déjà, ça ramène une certaine aisance à la formation et une certaine infrastructure qui est adéquate pour jouer au football. Je pense que le Sénégal, ça fait un certain moment avec le Dion Bars, avec Jimmy, qu'on salue au passage, il est certainement toujours... il était avec nous lundi dernier. Exactement, et il nous regarde souvent, il est souvent ici. Donc sa politique a été
plus ou moins calqué sur d'autres clubs. Je pense que c'est bénéfique pour le Dakar et pour beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres clubs, l'Atlético entre autres, qui a fait des partenariats avec d'autres pays. Je pense que c'est une bonne solution pour essayer de donner un nouveau souffle à nos footballs et donner l'opportunité à nos jeunes de taper dans un ballon. Trippi, au lieu de venir à l'aventure, Lyon a bien fait les choses. C'est-à-dire faire venir les jeunes selon leur qualité. Oui, je pense que Lyon a très bien fait les choses et je pense que l'Académie a tapé aussi à la bonne porte, a tapé au bon club parce que le club de Lyon est un club très structuré en termes d'infrastructure et je pense qu'il peut avoir énormément de conseils à donner à l'Académie. Après, pour poursuivre aussi la discussion, je pense que c'est une très bonne chose par rapport aux joueurs sénégalais de pouvoir s'investir à l'Académie qui vont peut-être leur permettre aussi de pouvoir évoluer soit au centre de formation de Lyon ou préformation. Voilà, Tijani aura beaucoup de choses à nous dire, mais avant ça, Tijani, nous allons juste énumérer les joueurs africains qui évoluent à Lyon. Il y a Bertrand Traoré, que nous avons vu encore hier soir, il y a Marcel Cornet, il y a Pape Cheikh Diop, Gueye qui est sénégalais et que mes amis d'Africa 24 adorent. Il y a Jérémy Morel également, qui est malgache. Alors, écoutons une jeune joueuse, justement, de Dakar Sacré-Cœur. Écoutez, elle est très déterminée. Écoutez ce qu'elle nous dit. Après, nous allons intervenir. Nous allons commenter. Écoutez-la. Je m'appelle Fanta Dramé. Je suis née en France et je suis venue aujourd'hui à Dakar Sacré-Cœur pour essayer de faire monter l'équipe. Et j'espère que cette année, ça ira. Parce que l'équipe vient de débuter l'année dernière. On vient de débuter l'année dernière. Et malheureusement, on n'a pas pu monter. Donc j'espère que cette fois-ci, ça sera vraiment la bonne. J'avais des frères qui jouaient au foot souvent, je restais dehors avec mes amis. Moi, mes amis, ce sont plutôt les garçons. Donc je joue avec eux depuis l'école, depuis toute petite. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas le foot? Donc j'ai regardé à la télé et j'ai vu que le foot, franchement, c'est un art, on va dire. Je regardais Ronaldinho. On veut que justement le foot féminin monte. Parce que je vois que le foot féminin ici au Sénégal, ça n'a pas encore de place, on va dire. Ça n'a pas encore sa place. Donc justement, on va se battre pour montrer que, voilà, nous les filles aussi, on est là et on joue même mieux, même on peut dire même mieux que les garçons même. Elle est déterminée, Tijani. Hein. Et c'est peut-être une future joueuse de Lyon. Et elle a raison, parce que c'est aussi avec cet état d'esprit-là que se construit la carrière et le quotidien du sportif de haut niveau. Donc on peut que louer son attitude. Après, sur le modèle en lui-même, moi je suis quand même plutôt, comment dire, enthousiaste. C'est-à-dire que ça fait maintenant une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années que ce type d'académie professionnalisante a vu le jour en Afrique. Vous avez évoqué Djambars, il y a également les académies Jean-Marc Guillou du côté d'Abidjan, du côté de Bamako. Et on se rend compte qu'à travers ces jumelages, ça permet de réduire, alors de façon très vous légère. Vous qui êtes malien, ça tient une place importante aussi au Mali, les académies? Ça tient une place importante dans tous les pays où il y a des problèmes d'infrastructure et où donc cette aide extérieure permet d'avoir du matériel, des terrains. Vous avez montré là des terrains en synthétique, voilà, qui sont dernier cri. Donc ça vous donne une aide en termes d'infrastructure, ça vous donne une aide également en termes d'institutions, parce que ça permet à vos jeunes de rentrer dans des circuits officiels. Et donc quand ils sont dans des circuits officiels, et ben, la tentation des circuits parallèles avec donc tous les dangers que ça comporte, on peut essayer de les éviter. Donc moi, il me semble que c'est un modèle qui est vraiment à prendre au sérieux pour l'Afrique, pour vraiment être dans une espèce de professionnalisation grandissante, avant peut-être, pourquoi pas plus tard, une fois que les structures seront bien plus solides, bah voilà, d'avoir des infrastructures propres à chaque club, voire fédéral. Voilà, vous êtes d'origine malienne, de père malien. Il était footballeur, le papa? Non, ah bon. À l'équipe de l'armée, il me semble. D'accord, mais okay. Bon, pas plus haut. Il n'est même pas sûr. Hein. Ouais, je suis même pas sûr, parce qu'après, c'est comme tous. Hein, il y a toujours à un moment donné une blessure qui arrête malheureusement les carrières naissantes. Alors, messieurs, retour aussi sur la performance de nos équipes en Coupe du Monde. Bon, vous me direz, c'est déjà loin, mais tout simplement, nos journalistes sur place sur le continent ont rencontré un confrère qui s'appelle Philippe Doucet. Et Philippe Doucet, qui est passionné de l'Afrique, justement, et puis du football africain, nous donne son avis sur la performance de nos équipes à la Coupe du Monde en Russie. Écoutez.
Bon, mon sentiment sur la Coupe du Monde est le même que l'analyse que j'ai lue un peu partout, c'est-à-dire que c'est une grosse déception pour l'Afrique d'avoir aucun pays au deuxième tour, qualifié après la première phase. En 2014, on se souvient qu'il y avait eu 2 pays qualifiés, mais d'extrême justesse, des qualifications à 4 points, ric-rac. Cette fois-ci, je pense qu'on aurait pu, le Sénégal aurait pu se qualifier avec le parcours qu'il a eu. Ça s'est joué, là, le ric-rac a été dans le sens négatif, c'est-à-dire que ça a été l'élimination d'extrême justesse. Maintenant, il faut dire les choses, c'est-à-dire que le football africain ne régresse pas, mais il n'a pas assez progressé. Je pense que la leçon qu'il faut en tirer, c'est je ne pense pas qu'on puisse parler de régression du football africain. Par contre, le niveau mondial est de plus en plus élevé. Les niveaux de préparation, de professionnalisme sont de plus en plus élevés. Et peut-être que l'Afrique a pris... Elle a progressé. Moi, je prends l'exemple du Sénégal. Indiscutablement, le Sénégal aujourd'hui a progressé par rapport à il y a quelques années en tout domaine, organisation, en termes de qualité d'équipe, aussi de construction, de travail. Mais ça ne suffit pas parce que les autres ont peut-être plus progressé encore. Donc il manque encore des choses au football africain pour être compétitif, pour aller vraiment dans des phases terminales de la Coupe du Monde. Voilà, c'est Biram qui doit être heureux lorsque Philippe Doucet parle comme ça du Sénégal. Biram qui est fan justement de Sadio Mané. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Doucet? Vous avez quelque chose à dire Oui, mais il faut juste ajouter un point qu'il a oublié, c'est de parler du VAR qui était vraiment décisif et déterminant dans ce mondial-là. Oui. Oui, après, bon, le VAR, il est utilisé par des arbitres. On ne va pas forcément relancer le débat, mais c'est vrai que je me souviens que les Marocains étaient amers par rapport à l'utilisation de cette technologie. Mais bon, en soi, je pense que ça s'est surtout joué sportivement sur cette entrée en matière ratée face à l'Iran. Et puis idem pour l'Égypte, qui avait peut-être également des chances de passer avec un groupe, avec une carte à jouer. Voilà, malheureusement, elle n'a pas pu, mais... Voilà, il y a quand même des questions à se poser. Je veux dire, on ne peut pas rester insensible au fait qu'il n'y a aucun pays africain en 8e de finale pour la première fois, je crois, depuis 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, évidemment, ça doit être un signal d'alarme pour tout le monde. Messieurs, nous allons partir en Namibie, justement, pour faire le point aussi sur le championnat de football. Regardons les résultats enregistrés pour cette journée. Avec le 8, Tigers a battu Civic 1-0. Unam a fait match nul avec Julinho Sporting 1-partout. Citizen bat Orlando Pirates 2-0. Et Tour Magique, Lifo Figuers, 1-partout. Et puis le 9 décembre, Black Africa Star, 5-1. Au classement justement de ce championnat, Black Africa Football Club est en tête devant Mighty Gunners FC, 3e Citizen, 4e Julinho Sporting, 5e United Africa. Et vous voyez les 3 dernières équipes, Life Fighters, 15e Okonjanja United et Civics Football Club est à la 16e place. Noureddine, 2 mauvaises nouvelles. Tout d'abord, j'en ai une à vous annoncer, mais vous aussi, vous avez un ami que vous avez perdu, précieux. Oui, un ami d'abord. Je rends hommage au joueur qui était, c'est un ami intime, un frère, un ancien joueur. Il était même appelé pas mal de fois au sein de l'équipe. Qui s'appelait? Il s'appelle Ali Sadak. Il est champion du Maroc avec le MCO 12 dans 75. Le seul titre qu'a cette ville. Il est parti sans le prévenir. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Pendant qu'il jouait ou bien non? Non. Un match, non. Non, pendant la nuit, il s'est réveillé, on l'a ramené à l'hôpital, c'était trop tard. Et en tout cas, je rends hommage à lui, à toute sa famille, je pense à toute sa famille et à toute la famille sportive et paix à son âme. Rabbi Rahmo, comme on dit en Chine. Voilà, et puis nous saluons justement le Maroc, parce que les Marocains sont très nombreux à nous regarder. Autre mauvaise nouvelle, c'est au Gabon, parce que les Gabonais sont nombreux aussi à nous regarder, c'est Louis-Claude Mounzioud, qui s'était occupé du COCAN lors de la CAN au Gabon, précisément. Il s'était occupé aussi de pas mal de choses. C'était le directeur de l'information d'une radio panafricaine que vous connaissez très bien, dont les dirigeants sont du Gabon. Eh bien, il est décédé aussi la semaine dernière. Il était à son bureau. Et puis, il a eu une attaque. Il a été transporté à l'hôpital et finalement, il est décédé. Alors,
Louis-Claude Mouzeoud a occupé plusieurs ministères, notamment le sport, garde des Sceaux, droits humains. Et il était invité dans notre émission, c'était en 2013. Écoutez ce qu'il nous disait à propos de la finale de la Coupe du Trophée des Champions entre, je crois, Paris Saint-Germain et Lyon. Il était sur notre plateau et c'est lui qui s'occupait de l'organisation de ce match à Libreville. Écoutez ce qu'il nous avait confié. On a envie de dire que tous les préalables sont accomplis au jour d'aujourd'hui pour que le match du Trophée des Champions, qui est le lever de rideau de la saison de football en France, se dispute le 3 août à Libreville. Pour toutes les questions logistiques, les réservations d'hôtels, les réservations de vols, les voyages de la délégation officielle à la Ligue française de football, toutes ces questions sont déjà bookées et calées avec la Ligue professionnelle française. Une dernière mission d'évaluation va se rendre à Libreville du 26 juin jusqu'au 28. Pendant 2 jours, elle va devoir revoir avec la Commission nationale d'organisation des événements à caractère international et national toutes les facettes de l'organisation de ce qui va se faire dans et autour de ce match. Voilà, condoléances à la famille de Louis-Claude Mouzeoud. Très jeune en plus. Hein. Oui, très jeune. Voilà, on se retrouve après la pause. À tout à l'heure.